Salut! Nouveau top retour Tipeee, cette fois demandé par Alice. Pas la Alice de la dernière fois, une autre Alice. Les Alice sont très sympas avec moi. Et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup parce qu'à plusieurs moments elle a montré des opinions assez différentes des miennes et à aucun moment elle a pris la mouche ou elle a gueulé ou quoi que ce soit. Elle a argumenté son point de vue et elle a continué de me soutenir malgré ça. Et c'est ce genre d'ouverture d'esprit que j'admire énormément. Quand ça arrive, et je retrouve ça chez beaucoup de personnes dans les commentaires, de gens qui n'ont pas toujours les mêmes opinions que moi, mais qui donnent leur avis divergent avec des arguments et de façon posée et courtoise, et j'adore ça. Je sais que ça fait un peu niais à la longue, mais j'ai beaucoup de chance d'avoir un public aussi ouvert que vous, merci énormément. Enfin bref, c'est elle aussi qui m'a demandé de traiter Fievel et le Nouveau Monde en Disney VHS, donc elle a payé les deux en même temps le mois même pour les faire à la suite. Allez, tant qu'à faire la formule totale, Fievel à fond. Je sais pas, peut-être qu'elle me demandera la suite après, on verra bien. Et c'est pas mal de revenir sur Fievel et le Nouveau Monde parce que ça va me permettre de mettre au clair 2-3 petites choses par rapport au top retour qui sont pas forcément claires dans ce que je vous ai présenté. Déjà, je sais que je n'ai pas forcément été clair pour les films dont la note est entre 12 et 14. Je sais que quand j'ai dit que c'était en dessous de 12, je listerai les meilleurs points. Quand c'était au-dessus de 14, je listerai les pires points. Et entre les deux, difficile à dire. Et ben, ça dépendra un petit peu du ton majoritaire de la vidéo. Si dans la vidéo j'étais majoritairement négatif sur le film, je reviendrai sur les meilleurs points, ou si dans la vidéo j'étais majoritairement positif sur le film, je reviendrai sur les pires points. Par exemple, le retour de Jafar, j'étais majoritairement positif, si jamais on me demande, je reviendrai sur les pires points. Voilà, par contre, Fievel et le Nouveau Monde, j'étais majoritairement négatif dans ma vidéo, je vais revenir sur les meilleurs points. Voilà, ensuite, ça c'est un petit truc que j'ai remarqué de temps en temps dans les commentaires qui ont jaugé la qualité d'un film que j'ai traité en top retour par le nombre de meilleurs points ou le nombre de pires points, et ça marchait pas tout à fait comme ça. Alors je sais pas, hein, je vais faire ça vite parce que si ça se trouve c'est juste pour vous marrer que vous faites ça, mais ouais, hein, c'est pas parce qu'il y a plus de meilleurs points, j'en sais rien, dans Atlantide que dans Fievel et le Nouveau Monde dans mon top retour, que je considère que Atlantide est mieux fait que Fievel et le Nouveau Monde. Faut bien prendre en considération le fait que des points positifs, ça se vaut pas. Hein. Il y a certains points positifs qui ont beaucoup plus de valeur que d'autres. Donc ouais, 7 points positifs pour un film comparé à 10 points positifs pour un autre, c'est pas forcément en dessous. Si ça se trouve, ces 7 points positifs sont beaucoup plus importants que les 10 points positifs de l'autre film. Et aussi, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des défauts à côté. Et l'importance de ces défauts est également à prendre en compte. Bien, maintenant que c'est dit, on va venir sur ce qui fait que pour moi ce film est quand même plutôt réussi, malgré les problèmes que j'ai, parce que j'ai des problèmes. Le côté puéril excessif, la grossièreté de pas mal de moments. Mais en fait, tout ça me mène à deux problèmes un peu centraux qui font que je pense que ce film aurait pu être bien meilleur si on avait pu éviter ça. C'est que d'une part, on aurait clairement pu ne pas se centrer autant sur le problème des chats. Je pense que ça aurait vraiment mérité, grandement gagné à être en toile de fond, ça. Et pas être mis en avant de façon aussi grossière. Surtout si c'est pour être développé de façon aussi peu satisfaisante. C'est des gros méchants qui font du mal aux souris et puis merde. Il y a quasiment que ça, on développe pas ça plus loin, donc il n'y a aucune profondeur. En mélangeant ça à l'intrigue, ça mène pas beaucoup de subtilité, je trouve, dans le déroulé de l'intrigue de base. Et ça amène aussi le deuxième problème, sur lequel je ne suis pas autant étendu, c'est le fait que on tient absolument à mettre Fievel au centre de tout. Et quand c'est parti pour être à la recherche de ses parents, c'est normal qu'il soit au centre de tout, c'est normal qu'on se centre sur lui, c'est normal que ce soit lui qui se charge de nous intéresser. Mais quand on doit gérer ce grand problème d'envergure, qui est-ce qui se charge de tout? Lui. C'est lui qui a l'idée de faire s'échapper les souris qui sont tenues comme esclaves, c'est lui qui a l'idée de créer la souris géante pour se débarrasser des chats. À la fin, c'est lui qui permet de relâcher la souris pour faire peur au chat. S'il n'avait pas été là, ça aurait été la merde apparemment. Ils se tiennent absolument à le mettre au centre parce que c'est lui le héros, donc c'est lui qui doit tout faire. Et c'est très forcé. Pour moi, c'est très forcé.
C'est le côté un peu puéril de vouloir tout mettre sur Fievel qui me gêne un petit peu là-dessus. Et si on avait moins insisté tout simplement sur les gros chats méchants qu'il faut détrôner, je pense que ça aurait grandement gagné en rythme, en profondeur pour moi ce film. Cela étant, c'est pas pour ça qu'on est là, on est là pour parler des bons points, et il y en a pas mal. C'est parti pour le top 7 et des meilleurs points de Fievel et le Nouveau Monde. Numéro 7, le design de la souris géante de Minsk. Pour une idée aussi simpliste, je reconnais que ça a de la gueule, vraiment, cette machine en impose énormément le peu de temps qu'elle apparaît et on comprend aisément en quoi elle aurait de quoi faire peur, ces pauvres chats. Et je suis très admiratif de la créativité de tous les gadgets, de toutes les choses qui la font fonctionner, de la façon dont elle se déplace. Elle a une apparition qui dure quoi? À peine une minute, mais une minute qui est vraiment marquante. Elle fait même flipper, hein, faut dire ce qui est. Hein. Heureusement qu'elle est du bon côté, parce que vraiment, si ça avait été une machine des méchants, il y aurait de quoi vous faire des cauchemars. Je suis sûr qu'il y a quand même des gamins qui ont fait des cauchemars malgré ça. Numéro 6, des références matures assez crues. On a disséminé au fil du film pas mal de références assez crues à certaines pratiques adultes qui sont assez glauques pour certaines et que beaucoup d'enfants auraient du mal à comprendre, je suis sûr, qui aide bien à instaurer cette espèce d'univers qui veut vraiment faire un parallèle avec notre vie à nous. Et donc on a ces moments-là pour nous dire, oui, on est partiellement dans la vie réelle, partiellement parce qu'il y a des trucs qui sont pas très réalistes, même si on accepte le fait qu'on est avec des animaux anthropomorphes, sans parler de ça, je veux dire, il y a des trucs qui sont pas très réalistes en dehors de ça. Et ça a bien appuyé cet univers, le petit malaise qu'il veut créer. La référence qui me plaît le plus, j'en ai parlé dans ma critique, c'est celle sur les lecteurs fantômes. C'est gratuit, ça ne s'incorpore dans rien, mais c'est très marquant pour le petit moment que ça dure. Et ça montre bien que nos personnages, même nos personnages du côté du bien, sont pas tout blancs et ont des choses à se reprocher. Ça aide à montrer ce côté assez gris de la plupart de nos personnages et j'aime beaucoup ça. C'est ces petits détails qu'on prend la peine de faire. Numéro 5, le message sur l'immigration juive russe et le rêve américain. Alors c'est très direct, quand on est adulte, on a des personnages, pas des humains mais des souris, qui sont juifs et qui veulent partir de la Russie parce que c'est beaucoup trop oppressant pour eux. C'est une référence directe et évidente à ce qui se passait dans la Russie à cette époque-là avec les juifs du coin. Et à côté de ça, on a le thème du rêve américain, c'est-à-dire on s'imagine des choses énormes dans ce nouveau pays qui nous accueillera, il n'y aura plus aucun problème. Et ça nous revient un peu en pleine gueule en se disant « Ouais, ça va pas se régler comme ça, tout ne sera pas joie et bonheur tout le temps. » C'est intéressant de le montrer. Ça l'illustre de façon, je trouve, un peu grossière par moments, ça manque de subtilité. Mais quand on est enfant, je ne dis pas que ça aide beaucoup à faire passer le message. Ça aide beaucoup à montrer et à faire comprendre la mentalité de ce genre de personnes dans ces conditions-là et à cette époque-là. Et c'est une chose qui m'avait particulièrement marqué en tant qu'enfant. C'est un de ses premiers films à m'avoir fait vraiment comprendre des situations qui sortaient un peu de mon cadre habituel, des situations très occidentales typiques que j'avais l'occasion de voir dans les films que je regardais quand j'étais tout petit. Et c'est quelque chose qui fait que je respecte beaucoup ce film en tant qu'enfant. En tant qu'adulte, je ne veux pas m'empêcher de remarquer le manque de subtilité et le fait que on est trop simplifié ça, c'est ça qui me pose un peu problème. Mais je peux pas nier quand même qu'il y a quelque chose d'assez fort et qui passe merveilleusement quand on est dans une phase où on a encore plein de choses à découvrir. Numéro 4, les chansons. Les chansons sont super entraînantes, super fun. Problème de voix. Ouais, s'il n'y avait pas le petit problème du chanteur de départ, je pense que je les apprécierais plus. Mais il y a ce petit problème-là, Fievel est mal doublé, que ce soit en français comme en anglais. Hein, qu'on soit bien d'accord, hein, ça vient pas que de la version française. C'était un parti pris. Et un parti pris que j'accepte pas. Alors ça va être un gros débat ça, mais je préfère largement qu'on ait une femme qui double un personnage d'enfant
et qu'il fasse un travail correct de façon à ce que ça paraisse naturel et qu'on n'ait pas l'impression que ce soit juste un gamin qui récite son texte, plutôt que d'avoir un gamin et qui sait pas très bien jouer, qui récite son texte et qui n'a pas une voix faite pour chanter. Je veux dire, le doubleur de Fievel, en français, il est vaguement passable, et encore vaguement, quand il parle, mais quand il chante, c'est horrible. Mais ça ne change rien au fait que ce sont des chansons bien composées, avec des paroles bien écrites et des airs vraiment prenants. Très loin là-bas est une chanson très jolie en soi, et je suis bien content d'avoir une version chantée convenablement en générique de fin qui me permettent d'en profiter parce que vraiment elle est très jolie. Mais ma préférée quand même, ça va vous surprendre un petit peu, c'est un duo, la chanson du chat et de Fievel, la plus inutile du film, c'est évident, mais vous savez quoi ? Elle est super fun. J'adore l'air, c'est super entraînant, c'est une chanson que j'aime bien m'écouter en sautant les passages où Fievel chante. Voilà, hein, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a 4 chansons dans ce film qui sont très bien foutues et qui valent le coup d'être entendues, surtout si vous arrivez à trouver une version chantée par quelqu'un d'autre. Numéro 3, un univers impitoyable. J'en ai parlé dans le point numéro 6. Il y a un univers, un cadre qui est créé au sein de cette terre d'accueil qui est assez glauque, qui est pas super accueillant à de nombreux moments et qui aide beaucoup à appuyer ce côté crasseux, ce côté désenchanté du rêve américain qui malheureusement ne passe pas super bien par nos personnages mais qui passe super bien par ce cadre qui est instauré, par ces divers moments où on montre que tout n'est pas bonheur et bienvenue dans ce nouveau monde et c'est très efficace. De nombreux moments, ça aide beaucoup à instaurer un cadre assez prenant qui vous sort de ces univers assez guimauves qu'on voit régulièrement dans les films animés pour enfants, surtout à l'époque. Numéro 2, la violence des dangers. Là aussi, ça aide beaucoup à inspirer le cadre quand Fievel est en danger parce qu'il doit lutter contre des chats, parce qu'il doit lutter contre certains éléments qui l'empêchent de retrouver sa famille, etc. Il est confronté à une véritable violence qui se ressent beaucoup dans la mise en scène, dans le bruit, dans les lumières. Il y a une véritable violence perceptible qui vous prend aux tripes à chaque fois qu'il subit tout ça et on se sent vraiment en danger avec lui à ce moment-là. Ça aide à appuyer d'autant plus sa détresse et à exacerber le côté impitoyable de cet univers en nous offrant des scènes d'action vraiment intenses, vraiment palpitantes qui vous tiennent sur votre siège et qui méritent rien qu'à elle seule le coup d'œil. Et enfin, numéro 1, la thématique de l'enfant perdu, le cœur de ce film. Fievel a perdu sa famille, il les cherche partout, il y a énormément de moments tristes, de moments où on sent sa peine nous traverser, cette peine qui se ressent aussi un peu chez sa famille qui l'a perdu, enfin surtout dans une scène. Je vous cache pas que le reste du temps, ça va un peu trop vite. Je veux dire, je suis sûr que j'aurais eu davantage de peine pour sa sœur si on avait pris la peine de la montrer plus de 30 secondes s'inquiéter pour lui avant leur grand numéro musical. J'ai ça comme ça. Cela étant, il y a de très forts moments autour de Fievel qui veut trouver ses parents, qui essuie échec après échec, qui perd petit à petit espoir en essayant quand même de conserver cette espérance de les revoir à chaque fois qu'il entend le son d'un violon, etc. Il y a quelque chose de très fort là-dedans et on ressent cette émotion. Parce que, je vais te dire une chose, le personnage de Fievel en soi, en termes de personnalité, ouais, c'est un gamin curieux, j'ai connu ça, il n'est pas affreux ou quoi que ce soit, mais il n'a rien de transcendant en soi. Mais, cette peine qu'il traverse en recherchant ses parents à plusieurs moments, en finissant par perdre espoir, en finissant enfin par les retrouver dans une scène de retrouvailles qui vous fait fondre le cœur presque. C'est fort, et c'est de loin le meilleur point, sérieusement, hein, c'est le numéro 1 haut la main de tous les points positifs de ce film. Cette thématique de l'enfant perdu est très bien gérée quand on se centre dessus. C'est pour ça que je trouve un peu dommage qu'on se soit centré autant sur la thématique des méchants chats à détrôner, alors qu'on aurait pu davantage appuyer ça parce que c'était ce que le film réussissait le mieux.
mais quand il le fait, et il le fait quand même assez souvent, c'est excellemment fait et ça montre des scènes vraiment fortes, vraiment poignantes, qui font que c'est un film émotionnel réussi même quand on est adulte comme moi. C'est pas pour rien que je le considère comme pas mal malgré les défauts importants que je vais trouver dans ma critique, parce que sa thématique principale, celle de l'enfant perdu, est réalisée souvent avec beaucoup de justesse et beaucoup de force, beaucoup de poids, qui fait que ça vaut le coup d'œil, même quand on est adulte. Et quand on est enfant, mais ça vous fait chialer, ça c'est clair. Voilà, c'était le top retour du mois précédent, mais que je vous sors en début de ce mois-ci pour suivre la sortie de la critique Disneyfield du film. Voilà, donc il y a des chances pour que vous ayez 3 top retours ce mois-ci qui sortiront. Il y a des chances, hein, si quelqu'un fait la demande pour ce mois d'octobre. En attendant, je vous donne rendez-vous pour de futurs top retours. Celui pour lequel vous avez voté ne devrait pas trop tarder. À très bientôt. Au revoir.